Bonjour à tous, merci de nous accueillir à la conférence Data Science. Donc, je suis Victor Rigolo et je vais vous présenter au nom d'Algotech notre technologie Vision et plus largement le no-code dans l'industrie 4.0. Alors l'industrie 4.0, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'application des technologies numériques dans les usines, dans les productions. Et donc c'est en quelque sorte la transformation numérique des usines. Cette transformation numérique, elle a lieu pourquoi? Elle a lieu pour rationaliser la production, pour améliorer la qualité de ce qui est produit, pour surtout limiter les coûts de production, et évidemment pour aussi développer des services différenciants et personnaliser les produits en phase de production. Bref, c'est le must pour toutes les entreprises industrielles qui veulent rester compétitives. Tout à l'heure, on parlait de la décennie à venir, mais je n'ai pas la date exacte, mais le must. On a des exemples très éloquents, notamment avec la représentation de jumeaux numériques. Mais comment on arrive à ce genre de résultat? On passe par la collecte de données massives la révolution 4.0, la révolution numérique de 4.0, ça va vraiment être celle des technologies discrètes, qui sont celles de la collecte de données, des capteurs IoT, des moteurs d'intelligence artificielle, et également des algorithmes, du code et du no-code. Et pas que, voilà, pas que du code. Alors, si vous ne reconnaissez pas exactement dans ce que j'ai décrit, pas de panique. Algotech accompagne beaucoup de sociétés qui n'ont pas encore automatisé leurs process, beaucoup, parfois même non numérisé encore les process. Et ça occasionne de la saisie, de la ressaisie d'informations, parfois des difficultés à analyser l'information et parfois même des pertes d'informations qui sont pourtant des informations clés. Mais les entreprises s'en accommodent et à juste titre, la plupart du temps, puisque les projets numériques sont d'une façon générale très compliqués à être menés. Il y a beaucoup d'intervenants. C'est des projets qui sont lourds, qui s'étalent vraiment dans la durée, qui sont d'une façon générale pour les utilisateurs finaux difficiles à maîtriser. Par ailleurs, les compétences qui sont nécessaires pour mener à bien un projet numérique sont des compétences qui sont rares, c'est des compétences de développeurs, puisque la plupart du temps, des projets numériques passent par la mise en place de solutions qui nécessitent des développements informatiques. Et il y a également des changements d'usage induits qui peuvent être des changements d'usage très importants. On a tous l'exemple en tête de gros ERP qui sont lourds à mettre en place et qui nécessitent pas seulement une intégration au système d'information, mais également une modification de tous les process, d'une grande partie de l'organisation dans l'entreprise. Donc bref, il y a des risques liés au projet et des coûts très importants qui justifient cette aversion au risque, cette aversion à mener un projet informatique que l'on observe. Alors comment on peut mener une transformation numérique un peu efficace? Comment on peut essayer d'aider les entreprises à maîtriser, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, je pense que c'est vraiment de maîtriser les projets de transformation numérique, les maîtriser au sens projet et les maîtriser au sens financier. Alors le no-code, c'est évidemment un levier qui peut absolument aider à ça. Donc le no-code, qu'est-ce que c'est? Le no-code, c'est créer des applications, des logiciels d'application via de l'interface graphique, c'est-à-dire sans utiliser de code. Avec la programmation de façon, on va dire, traditionnelle, vous employez un langage de programmation informatique qui va vous permettre de faire des développements. Il y a des compétences qui sont rares. Le no-code, ça va vous permettre d'utiliser des interfaces graphiques et donc vous passez de ce type de compétences. Les interfaces graphiques peuvent avoir différentes formes. Des fois, c'est des tableaux, des fois, c'est des connexions avec de la donnée, des fois, c'est du glisser-déposer comme pour créer un site web, des fois, c'est un mélange d'un peu tout ça. Et donc le no-code, ça permet de se passer de ce type de compétences et vraiment de se focaliser sur le quoi, le quelle application, quel est le besoin de mon utilisateur final, plutôt que le comment faire, puisque la faisabilité technique dans les développements classiques est quelque chose de compliqué et de difficile. Par ailleurs, le no-code, grâce à cette simplicité, cette intuitivité et cette facilité de mise en place des outils, ça permet d'avoir des outils qui sont très évolutifs et qui peuvent donc évoluer avec le système d'information et au rythme de la transformation de l'entreprise. Donc les outils no-code sont quand même un sacré atout pour mener une transformation numérique maîtrisée et au rythme de la société. Les limites des outils no-code, il y en a également quand même. C'est que si on voulait exagérer, on dirait qu'il y a autant d'outils no-code qu'il n'y a d'applications souhaitées.
les outils no-code sont des outils qui sont d'une façon générale assez peu polyvalents. Et nous, on a fait le constat, notamment auprès des utilisateurs dans l'industrie, qui avaient vraiment besoin, certes, de productivité, de cette intuitivité qui était propre à quasiment tous les outils no-code, mais également besoin d'un outil suffisamment polyvalent pour mener à bien des projets data, et d'une façon générale, des projets numériques dans les usines et dans la production qui maintenant emploie toujours, qui nécessite toujours d'avoir des capacités de data management et d'ETL, middleware qui soient vraiment en pointe. Donc on voulait vraiment un outil qui soit capable d'être vraiment un bon outil sur toute la chaîne de data management, de la collecte de la donnée jusqu'à l'interface avec le logiciel, avec des moteurs d'intelligence artificielle par exemple, jusqu'à la restitution de l'information à l'utilisateur final, et via par exemple un tableau de bord qu'il aurait pu complètement personnaliser, qui pourrait complètement personnaliser. Donc je vais vous présenter, pour illustrer un peu mon propos, quelques cas d'usage de ce qu'on a pu réaliser avec des entreprises et des clients. La première chose qu'on a pu réaliser, et c'est quelque chose qui plaît beaucoup, c'est ni plus ni moins qu'une gestion documentaire qui est un peu cependant réalisée pour le besoin précis d'un client. Elle a des spécificités, c'est-à-dire qu'elle est accessible sur web et sur mobile. Par ailleurs, elle est accessible en ligne et hors ligne pour les techniciens qui sont en mobilité. Et elle a une super capacité pour aller rechercher de l'information, rechercher du document, et donc les ressortir au bon moment. C'est-à-dire qu'on est capable d'indexer le contenu du document, et donc d'aller rechercher de l'information de façon très efficace. Par ailleurs, notre outil il est hyper adapté pour vraiment, sur toute la partie modélisation des bases de données, et donc on est capable de créer un référentiel de façon simple et accessible à tous. Et ça a également de la valeur pour nos clients industriels qui n'ont pas forcément une maîtrise absolue de la technologie informatique. La seconde application, donc là c'est pas vraiment une application, j'y reviendrai ensuite avec d'autres exemples, ça va vraiment être une sorte de référence d'interface utilisateur. Et celle-là, elle est vraiment clé, c'est-à-dire que on a de nombreux cas où on va mettre une référence utilisateur qui va être une interface utilisateur en plan, sur laquelle on va pouvoir positionner des points d'intérêt, et ces points d'intérêt permettent de lancer d'autres applications, comme celle que je vais vous présenter ensuite. Sur une interface en plan, on a également pu représenter à la demande de clients les réseaux électriques, avec, en prenant soin de modéliser les tenants aboutissants, mais également des réseaux fluides, avec les organes de coupure, et en prenant soin également de modéliser tout ce qui va être en amont et en aval, ce qui permet ensuite de lancer des applications de type avis de coupure, simulation de conséquences en cas d'avis de coupure, et bien sûr quand il y a des avis de coupure de prévenir tous ceux qui vont être impactés par une coupure. Évidemment, ces applications, à chaque fois, elles permettent à plusieurs profils d'interagir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un manager qui va être notifié au rythme des demandes ou des interventions. Alors là, simplement, c'est quelques exemples de notre interface en plan. Je vous ai présenté rapidement juste avant, c'était l'interface en plan d'un plan de niveau, si ce n'était pas clair, d'un plan de niveau d'un bâtiment. Là, c'est plutôt à l'échelle du territoire. Donc là, on est dans l'exemple d'un grand installateur électrique français qui voulait avoir une application qui lui permette de naviguer un peu dans ses chantiers et permettre à ses techniciens, d'une part, de voir le chantier, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est l'opération, et également de se rendre sur les chantiers en se géolocalisant. Par ailleurs, on a pu, sur la base de ces... Justement, on a vu qu'il y avait des points d'intérêt qui étaient positionnés sur la carte. Et après avoir sélectionné ces points d'intérêt, on est capable de lancer des applications de type TOP, c'est-à-dire un temps d'observation préalable, toujours à la demande de ce client installateur électrique français. Cette application, elle est là pour aider les techniciens à caractériser, avant d'intervenir, le chantier, c'est-à-dire caractériser les risques en particulier. Temps d'observation préalable, c'est-à-dire je qualifie vraiment les risques et je m'assure que tous les risques soient bien pris en compte. Processus opératoire sur des travaux sous tension, c'est
En gros, le même principe, je qualifie mon chantier, mon opération, et je m'assure d'être suffisamment équipé et à même de procéder à l'opération. Sur la base de cette interface en plan, on peut lancer énormément d'applications, notamment des applications d'intervention. On est capable de les planifier, on est capable de charger un calendrier depuis une GMAO, et on va être capable de réaliser tout le process d'intervention, donc ce qu'on appelle nous les workflows, et qui vont permettre de dérouler tout un process de maintenance. C'est-à-dire que quand il y a des maintenances à risque, par exemple où on peut endommager une machine, ça a une vraie valeur d'avoir le process de façon numérique qui va guider l'opérateur dans son opération de maintenance. Ça permet également aux entreprises qui ont du turnover d'avoir plus de facilité à former leur personnel et à s'assurer que les opérations sont faites selon les règles de l'entreprise et que les bonnes pratiques sont respectées. Là encore, évidemment, le management est notifié et informé du rythme des opérations, il peut demander des opérations, etc. Une valeur supplémentaire de ce type d'intervention, d'application, pardon, est qu'on est capable de générer avec cette application des formulaires de façon automatique, des formulaires des comptes rendus d'opérations de maintenance. Par ailleurs, on peut également faire des applications de consignation. Donc là, c'est vraiment une vue en plan d'une ligne d'embouteillage avec, là, les points d'intérêt correspondent à des organes de coupure. On est capable de lancer des demandes de consignation et des organes de coupure ou des machines, et on est capable de lancer des procédures de consignation qui, là encore, doivent être guidées dans le but d'éviter d'abîmer une machine, par exemple. Là encore, on est capable de se connecter à la GMAO pour télécharger toutes les applications, toutes les opérations à réaliser, les plans des machines, etc. Le BIM-GEM, c'est ce vers quoi on cherche à emmener tous nos clients. Ça correspond à la représentation du jumeau numérique, à la modélisation du jumeau numérique de leur usine, de leur production. Et sur la base de quoi on va vraiment chercher à exploiter toutes les données d'usage et à valoriser toutes les données pour évidemment les opérations de maintenance, de production, mais également à des fins plutôt orientées, plus gestion patrimoine, on va dire, surveillance des coûts, aide à la prise de décision. Là, on a l'exemple en bas à droite, qui correspond par exemple à un superviseur de surveillance de température dans des locaux. Donc on est évidemment sur cette base capable de lancer des opérations de maintenance curative si nécessaire, mais on pourrait également envoyer la donnée à des moteurs d'intelligence artificielle pour qu'il y ait une analyse, potentiellement des corrélations faites qui permettent de déboucher à des demandes d'opérations préventives. Donc ça, c'est vraiment le but ultime, je dirais. Application de pointage, vraiment un exemple d'application qu'on est capable de mettre en place très facilement avec notre outil Vision No-Code. C'est des applications pour le pointage horaire. Évidemment, un outil no-code comme Vision est capable de se connecter à différents ERP, différents logiciels RH. Donc c'est vraiment un outil qui est super pour réaliser des modules complémentaires de logiciels lourds. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui ont une vraie valeur pour les clients, mais qui, malgré tout, ne répondent pas tout à fait aux besoins. Nous, on est capable vraiment d'arriver et de proposer des modules, des fonctionnalités complémentaires qui peuvent permettre aux clients d'avoir une satisfaction totale sur certaines solutions. Et donc là, c'est l'exemple du pointage, mais je pourrais également vous dire la réservation pour des bureaux en mode de travail hybride, la réservation pour la cantine d'entreprise parce que c'est le Covid. Tout ce genre de petites applications, c'est vraiment le no-code est idéal pour les créer. Là, c'est une application d'inspection. Donc ça ressemble vraiment à une application, aux applications d'intervention que je vous ai présentées préalablement. On a encore cette espèce d'interface utilisateur en mode plan qui sert de référence à l'application avec des points d'intérêt. Les points d'intérêt, ils peuvent être placés à l'avance pour réaliser des maintenances régulières parce que c'est des points d'attention sur lesquels il faut veiller. Mais on peut également avoir par exemple des réserves émises par des organismes de contrôle, des réserves émises par des organismes d'audit, auquel cas on serait capable de façon plus ponctuelle de positionner des points d'intérêt sur la carte, sur les plans, pour permettre à notre opérateur et nos techniciens sur site d'aller voir et de réaliser un diagnostic ou de réaliser une opération de régularisation.
La valeur de cette application, c'est également, à la demande d'un client, on avait fait un connecteur. On a fait un connecteur qui nous permet de remplir des SERFA déjà de façon tout à fait automatique parce que les informations sont remplies de façon numérique. Et le SERFA est envoyé également automatiquement après validation du management aux organismes de contrôle. Ça, c'est également un exemple de choses qu'on est capable de faire de façon assez simple avec un outil comme Vision No Code qui s'interface et se connecte très facilement avec différents logiciels. Tableau. Alors de façon plus récemment, on a mis au point un outil plus orienté visual management, un peu style Obeya pour ceux qui connaissent, et qui permet vraiment de faire du suivi de projet, disons, ou même du suivi de production de façon quasiment live, de façon journalière ou hebdomadaire. Donc ça peut vraiment avoir du sens en conduite de projet également. Maintenant, je vais vous présenter l'outil Vision. Donc c'est vraiment notre outil. C'est l'outil sur lequel on s'est appuyé pour développer ces applications. Ces applications, je vous le dis maintenant, elles peuvent être réalisées toutes depuis une page blanche. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de partir depuis un prérequis. À chaque fois, on peut démarrer depuis une page blanche et réaliser toutes les applications que je vous ai montrées. Donc notre application, notre outil Vision, il est accessible en plateforme as a service. C'est-à-dire qu'il est accessible sur le cloud. Donc l'application est accessible sur le cloud, sur web ou sur mobile. Elle permet on peut l'utiliser via l'interface qu'on a paramétrée, l'interface utilisateur, par exemple un tableau de bord ou par exemple une application métier. Mais elle peut également être intégrée de façon plus discrète dans des logiciels plus lourds, type ERP, type logiciel RH. Et là, on va vraiment créer notre application et copier un lien qu'on va intégrer derrière un bouton, par exemple, ou derrière une action qui sera déclenchée par un autre logiciel. Et pour finir, cette application, elle peut aussi être lancée de façon discrète, et je rajouterai passive, puisqu'on est capable de faire des automatisations, ce qui a vraiment du sens d'ailleurs dans les projets de data, des automatisations qui vont être lancées de façon régulière ou planifiée. Et donc d'un côté, on a l'app, et d'un côté, on a le studio. Le studio, ça correspond vraiment à notre espace de création, notre espace d'innovation, et c'est vraiment là que se concentre le cœur de notre technologie. Et je vais vous expliquer pourquoi il est assez singulier. Ce studio, il a été créé selon deux axes qui sont pour nous assez importants. La productivité. Comme tous les outils no-code, on veut avoir un outil qui soit très productif. Il est très intuitif, cet outil, mais il est également très polyvalent, probablement le plus polyvalent du marché. Et il permet de faire des applications sur mesure, mais également des interfaces logicielles. Donc là, on va vraiment parler des interfaces logicielles, c'est vraiment du data management, c'est vraiment collecter la donnée et aller la mettre à disposition d'un autre logiciel, donc un peu en mode ETR, ETL ou middleware si vous préférez. On peut également faire des interfaces homme-machine, c'est-à-dire récupérer de la donnée depuis un logiciel qui fait un bon travail, ou plusieurs logiciels, et la mettre à disposition d'un utilisateur final via une interface qui va par contre paramétrer. Et à travers cette interface, il est également capable de faire quelques opérations pour mettre la donnée en forme ou réaliser des analyses sur la donnée. Notre outil permet également de numériser et d'automatiser tous les process qui ne le sont pas dans l'entreprise, et donc de permettre aux techniciens, aux opérateurs et à tout le monde dans l'entreprise de passer à des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Donc c'est vraiment en ce sens que les outils no-code, beaucoup peuvent faire ça, peuvent permettre aux entreprises d'être plus compétitives. Par ailleurs, nos applications elles sont testables en phase de création. Ça permet vraiment d'avoir un outil qui soit très itératif, qui pousse vraiment à la création, en plus d'être intuitif. Donc ça nous permet vraiment d'avoir, in fine, un outil qui permette de mener des projets de façon plus qu'économique, je dirais même maîtrisée. C'est-à-dire qu'on est plus à même de planifier un budget et de s'y tenir. Évidemment, on va beaucoup plus vite. On parle de 5 à 10 fois plus vite que des productions, que des développements classiques, traditionnels avec du code. Et tout ça fait que on est capable, les entreprises qui utilisent cet outil, ou nous, lorsque l'on réalise des prestations de services pour des sociétés, avec notre outil, on est capable de livrer des projets de façon beaucoup moins risquée pour les entreprises qui accueillent ce type de projet. Et vraiment, on va au rythme de la société. C'est-à-dire qu'on s'intègre très facilement sur les systèmes d'information, et on est capable d'adapter notre outil très facilement également. Ça nous permet d'avoir également une satisfaction utilisateur qui est très importante, puisqu'on peut intégrer les utilisateurs finaux dans le process de création de l'outil.
Je vous l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas de compétences de développeurs requises pour utiliser ce type de logiciel. Et donc tout le monde prend sa place, tout le monde prend sa part dans le développement d'une application avec ce type de logiciel. Et ça m'amène au second point, la créativité. Notre studio il est également développé pour être super créatif. Il est flexible, on peut créer, recréer, corriger, etc. Il est notamment collaboratif, on peut travailler à plusieurs sur le studio. Il est vrai de dire qu'il faut avoir quand même, sans être développeur, il faut être quand même bien éclairé au niveau IT pour maîtriser vraiment le studio et certaines fonctionnalités. Mais on peut très bien imaginer que certaines personnes qui soient plus graphiques peuvent par exemple paramétrer et réaliser l'interface utilisateur, quand d'autres vont par exemple réaliser la modélisation de données. Donc ça permet d'avoir des équipes, de réaliser des projets en équipe et donc de favoriser aussi l'acceptabilité des projets qui sont livrés. Je pense que c'est également un vrai facteur d'innovation dans les entreprises et que ça a de la valeur par rapport à ça. Là, très rapidement, notre studio, je vais vous présenter rapidement comment il est fait. Notre studio, il est fait avec un data modeler qui est vraiment probablement le cœur de notre technologie. Ce data modeler, il permet de réaliser des modèles de données en graphe, de réaliser des modèles de données et de les faire en graphe plutôt qu'en arborescence stricte. Ça nous permet d'avoir un outil hyper puissant. Beaucoup de choses sont liées aux capacités, à la puissance de ce data modeler. Également, on a un module de connexion API. C'est-à-dire que pour se connecter à d'autres logiciels, pour aller requêter dans des bases de données ou des data lakes, on a un module qui est capable de guider l'utilisateur de façon assez intuitive dans la programmation de ce type de tâches. Et également les workflows, c'est là que l'on va modéliser toutes les tâches à réaliser. C'est-à-dire que notre outil il fonctionne avec une succession de tâches, si je devais vraiment vulgariser. Et c'est dans le module de création des workflows que l'on modélise toutes ces tâches successives à réaliser. Dernier module, c'est le module de création de l'interface utilisateur. Là encore, il est très puissant. Il permet de faire vraiment des applications ultra personnalisées et donc de satisfaire vraiment les demandes les plus exigeantes de nos clients et vraiment de tout faire, de façon simple. Les devs à venir sur notre techno, donc il y a encore beaucoup de... Notre techno, elle est évidemment efficace et en production, elle est déjà vendue, mais on travaille encore dessus pour chercher à l'améliorer, notamment au niveau des interfaces. Et également, on chercherait à intégrer un assistant de conception au niveau des workflows, et basé sur de l'IA, et également basé sur une technologie que l'on utilise dans la modélisation du projet cette fois, vraiment dans la macro-modélisation du projet, qui est le design thinking. Et on souhaiterait faire ressortir des idées clés du design thinking et de pouvoir les intégrer dans la conception des workflows. À vrai dire, on est pas mal placé pour réaliser ce genre de choses, notamment parce qu'on a une modélisation de données qui est très fine et qu'on est capable de créer des modèles de données en graphe. Et j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie tous pour votre écoute. Et n'hésitez pas à nous contacter à Algotech pour qu'on étudie des projets ensemble. On est ouvert à ça. Ok, merci beaucoup. Alors, je regarde sur le chat s'il y a une question. Oui. Après, sinon, non, juste bravo. Pas de questions, pas de questions dans le chat, mais alors moi, ça n'empêche pas moi d'avoir ma petite. Alors, en fait, le no-code, alors il y a ça a un historique quand même assez ancien, parce que moi, quand j'étais petit, il y avait déjà des choses qui essayaient de faire. Mais c'était un peu, disons qu'à l'époque, c'était pas. En termes de productivité, au final, c'était pas formidable. Est-ce que ça s'adresse. En gros, si quelqu'un s'est déjà programmé, est-ce que vraiment il a un vrai avantage par rapport à des langages assez haut niveau, Python, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un avantage ou est-ce que c'est quand même plutôt l'intérêt, c'est plutôt pour des gens qui n'ont pas le background de programmation? Je répondrai les deux, mais je vais quand même citer l'exemple, par exemple, des développements des sites web maintenant qui sont faits de façon quasi exclusive en no-code. Parce que certes, au début, ce n'était pas forcément des technologies qui étaient très productives. Maintenant, la question ne se pose plus vraiment pour la création de sites web qui sont exclusivement faits en no-code.
Maintenant, c'est vrai que certains profils seraient plus à l'aise de réaliser des développements avec des langages informatiques classiques. Maintenant, on est capable, dès lors qu'on a vraiment du sens, et il y a certaines applications sur lesquelles on a vraiment du sens à être utilisé, vrai qu'avec vraiment, on est capable de prendre 10 fois moins de temps que des développements classiques. Et là, la question ne se pose pas. Et l'avantage d'une technologie comme Vision, c'est qu'on est capable d'intégrer juste la brique technologique qui nous intéresse. Donc si on est capable de faire quelque chose très rapidement avec Vision, on peut le faire très rapidement avec Vision, et l'interfacer ensuite, le mettre en complément. D'accord. Parce que ouais, ça me rappelle un peu quand il y a eu les ERP qui sont arrivés, on dit on va pouvoir tout Ouais. faire avec, il y a juste à changer quelques paramètres. Alors après, des fois, on passait plus de temps à changer les paramètres qu'à faire le. Donc c'est un peu cette idée-là quand même, d'avoir une espèce de méta-outil où en fait il y a plein de code dans le no-code, mais il a été fait par d'autres gens en dessous. Alors je m'explique, c'est également la puissance de notre outil, c'est qu'il n'y a aucun code qui est généré derrière la programmation graphique. Et c'est assez singulier, et c'est ce qui nous différencie également de la concurrence. C'est pour ça qu'on est également bien placé pour pouvoir intégrer de l'IA dans nos créations de workflow. C'est parce que c'est que du lien de données. De façon très simple, c'est vrai qu'avec du glisser-déposer dans d'autres outils, c'est ni plus ni moins qu'une traduction d'écriture de code. Et il y a du code qui est généré. Nous, il n'y a aucun code qui est généré. À la fin, ici, quand même, quand ça tourne sur la machine, il y a du code. Non, enfin pas au niveau des applications. Je suis promis, il y a du code binaire qui tourne quelque part, sinon il n'y a rien qui tourne sur votre machine. Oui, il y a probablement du code, mais quand vous utilisez l'interface graphique pour programmer, Ah oui, d'accord, ok, il n'y a pas une transformation directe. il n'y a pas de traduction des actions en mode code. Parce qu'en amont, il y a encore quelque chose encore un peu plus loin qui va lui être capable de traduire tout ça. Très certainement, oui, absolument. Et puis même pour les connexions API, évidemment, on va générer, ou même pour les requêtages en base de données, oui, il y a des écritures, mais c'est pas... Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, je ne sais pas s'il y a une question ou un commentaire. Je regarde. Lorsque vous utilisez de l'IA, là où il y aura un processus de programmation où on peut le faire avec du no-code, j'imagine qu'avec de l'IA, c'est la programmation web qui sera requise. Oui, très probablement. Ok. Donc, oui. Oui. Oui, d'accord. Il y a une évocation, on peut le faire avec du no-code. D'accord. Alors après, ouais, j'imagine que ça doit être. Ouais, j'ai encore du mal à voir des modèles d'IA vraiment compliqués, complètement no-code, mais bon, je pense que ça. S'il y a des outils génériques derrière, oui, j'imagine qu'on doit pouvoir le faire sans trop de difficultés. Sans trop de difficultés, ça je ne sais pas. Je sais que c'est un vrai projet de notre cellule technique. D'accord. Ça c'est sûr. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Intéressant. Merci.